aujourd'hui ministre des Comptes publics et depuis ce matin, il a sur son bureau un rapport, celui de la Cour des comptes. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Alors c'est vrai que vous avez sur votre bureau le rapport de la Cour des comptes qui tacle clairement le bilan du précédent gouvernement en matière de finances publiques. Les ministres précédents avaient promis de laisser une maison impeccable. Visiblement, ce n'est pas le cas. En tout cas, la Cour dit que pour le budget 2016, il y a un certain nombre de difficultés que nous imaginions dans la campagne électorale, quels que soient d'ailleurs les bords politiques. Et surtout, le président de la République a demandé au président de la Cour de faire un rapport pour 2017, pour le budget de cette année, et qui sera rendu au 1er juillet au Premier ministre. C'est sans doute le rapport le plus important parce qu'il va conditionner évidemment cette année et puis le quinquennat. Vous apprenez quand même 2-3 choses dans le rapport de la Cour des comptes tel qu'il est présenté aujourd'hui. Je sais bien que vous avez commandé un audit et que vous attendez pour début juillet, mais il y a déjà des éléments qui sont donnés avec des dépenses engagées qu'il va falloir assumer. Est-ce que l'objectif d'un retour sur la barre des 3%, avec ce que vous avez découvert là, va être compliqué ? C'est toujours compliqué de tenir des engagements budgétaires difficiles parce que depuis 2008, la France est au-dessus de ces 3%, et depuis 1974, la France n'a pas un budget en équilibre. Donc si c'était facile, je pense que d'autres l'auraient fait. Ce qui est sûr, c'est que nous allons tenir nos engagements européens. Et nous allons nous battre pour que, effectivement, nous puissions sortir de la procédure de déficit excessif et avoir vis-à-vis des Européens. Pardonnez-moi, je vous coupe, parce que c'est important ce que vous êtes en train de dire. Quels que soient les résultats, encore une fois, du rapport de la Cour des comptes, quel que soit l'état des finances publiques, vous tiendrez l'objectif de retour sur la barre des 3%. C'est ça que vous nous dites ce matin. Il faut évidemment tenir la barre sur les 3%, parce que si les partenaires européens, ça fait 2 fois qu'ils nous demandent déjà de décaler cette date, et il faut qu'on soit crédible vis-à-vis de notre dette, vis-à-vis des autres partenaires, vis-à-vis du monde économique. Le président de la République souhaite que nous tenions nos engagements européens et nous les tiendrons. Depuis 2008, nous n'avons pas réussi à les tenir. Il y a eu la crise, c'est vrai, mais nous devons les tenir. Ce qui est vrai, c'est que nous allons attendre le rapport de la Cour pour 2017. Au 1er juillet, on aura exactement l'état de l'art. Et c'est un juge indépendant que Didier Migaud, et nous verrons ce qu'il nous rendra. Y a-t-il eu, à votre avis, de ce que vous avez découvert, encore une fois, un tour de passe-passe dans la présentation des comptes publics par l'équipe précédente ? On verra ce que dira la Cour des comptes. En tout non, cas, mais là, vous le savez, c'est la Cour des comptes. Non, c'est pas une succursale de la Cour des comptes. Aujourd'hui, la Cour des comptes, elle a certifié les comptes 2016. Voilà, donc cette année budgétaire est passée. C'est riche d'enseignements. Ce qui est sûr, c'est que lesquels vous avez retenus ? Ce qui est aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire des dépenses réelles. Il faut effectivement considérer que lorsqu'on fait une politique, on budgétise quelque chose qui correspond exactement à ce que vont dépenser les ministres et pas simplement faire un budget qui est dépassé dans son exécution. C'est-à-dire aussi que le Parlement doit faire son travail de contrôle de l'action de chacun des ministères et que les ministres doivent être patrons de leur administration et considérer que l'argent public, c'est bien l'argent de tout le monde, c'est pas l'argent de personne. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de collectif budgétaire cet été. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'impôt nouveau pour les Français. Il peut y avoir effectivement un changement structurel dans les économies de notre pays. C'est-à-dire que le ministre des Comptes publics va faire des propositions au Premier ministre, mais il n'y aura pas d'augmentation d'impôts parce qu'il y aurait des mauvaises nouvelles le 1er juillet. Bon, c'est compliqué comme exercice, de se retrouver dans la position qui est la vôtre aujourd'hui. Vous êtes obligé d'assumer, d'avoir présenté une forme de tolérance vis-à-vis de l'exercice comptable de la précédente équipe. Non, c'est compliqué comme exercice. On imagine le Gérald Darmanin d'il y a encore un mois. Vous auriez été beaucoup plus sévère sur la façon dont les comptes publics ont été gérés pendant ce quinquennat. Non, il y a une différence entre faire campagne électorale, parfois faire assaut démagogie, ce qu'on fait malheureusement un peu tous en campagne, être en responsabilité et être ministre de la République. Ça, c'est sûr qu'il y a une différence. Par ailleurs, moi, je ne me sens pas lié, comme le gouvernement, comme le président de la République, par la gestion précédente. Il y a une alternance politique. Emmanuel Macron, il incarne une alternance politique. Édouard Philippe, il incarne une alternance politique. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas faire trop de démagogie avec le budget de l'État. Tout ça est très sérieux. Et en même temps, il ne faut pas fermer les yeux sur la gestion passée, attendant le rapport de la Cour. Dans ce que vous avez vu, c'est ma dernière question sur ce sujet-là, dans ce que vous avez vu sur ce rapport de la Cour des comptes, là, sur l'exercice 2016, est-ce que vous diriez qu'il y a eu une forme d'insincérité dans la présentation des comptes ? L'insincérité, c'est un mot très dur, très difficile. Il n'a pas été utilisé par le premier magistrat. On verra bien si Vous utilisez quoi comme mot, vous ? Mais on verra pour 2017. Ce qui est sûr, c'est que... Mais pour 2016, c'est la question. Manifestement, un budget très difficile à tenir. Et entre les annonces du budget et l'exécution, il y a eu manifestement un décalage. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage, parce que ce décalage, ça détruit la parole publique et ça détruit la parole de la France vis-à-vis de nos partenaires européens. Gérald Darmanin, est-ce que vous considérez qu'un retraité est riche à partir de 1 200 €? Non, je ne considère pas qu'un retraité est riche à 1 200 €. Alors pourquoi augmenter la CSG pour les retraités aisés à partir de 1 200 €? Je comprends que cette question soit posée ainsi, mais vous auriez pu dire aussi pourquoi on supprime la taxe d'habitation pour la plupart de ces retraités.
Il y a plus de la moitié des retraités qui ne sont pas concernés par la hausse de cette CSG. J'entends des dirigeants des Républicains dire c'est injuste. Je rappelle qu'ils ont défendu un projet que moi j'ai combattu dans ma famille politique, qui était celui de François Fillon, qui augmentait de 2 points la TVA pour absolument tout le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura suppression de la taxe d'habitation et il y aura pour les travailleurs une augmentation de pouvoir d'achat. Pour les retraités, plus de la moitié ne sont pas concernés. Ça fait combien de retraités concernés par l'augmentation? À peu près la moitié. Ça fait combien la moitié des retraités? À peu près la moitié. Ça fait combien de retraités? Ce qui est sûr, on n'est pas dans le matin. Dès le matin, vous savez, l'interrogation écrite, c'est pas facile. Ah, c'est pas du tout ça. Je pense que les gens qui vous regardent ont envie de savoir. C'est quoi ces 4 millions de retraités? Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le président de la République et le Premier ministre, à l'occasion des prochains arbitrages budgétaires qui vont être faits, vont pouvoir dire exactement quelle est la réforme fiscale dans son ensemble. Le seuil de 1 200 €, qui est effectivement un argument de campagne des Républicains, pourrait-il être bougé, modifié? Est-ce que le taux sera un taux unique de 1,7% de hausse de CSG de manière uniforme? Est-ce que, en tout cas, sur la question de ce seuil, il peut y avoir des ajustements? D'abord, il n'y a pas un taux unique de CSG. Le CSG, c'est un bon impôt et où il n'y a pas de niche, il est proportionnel. Il y a plusieurs taux déjà pour les retraités. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une réforme fiscale dans son ensemble. Le gouvernement va proposer cette réforme. Il y a le projet de loi sur la moralisation de la vie politique. Il y a le projet de loi sur le retour de la confiance dans les institutions. Il y a effectivement la volonté de faire le droit à l'erreur et il y aura la réforme fiscale dans son ensemble, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la baisse des charges, les heures supplémentaires défiscalisées, la baisse de la taxe d'habitation et sa suppression pour une grande partie d'entre eux et une augmentation de la CSG qui va avec la baisse de cotisation. La réforme fiscale, c'est l'ensemble. Sinon, si on prend que des mesures catégorielles, Madame Roux, on risque de faire comme le gouvernement précédent, c'est-à-dire des coûts de communication et finalement un budget qui paraît compliqué pour les successeurs. Ce que j'entends, c'est que le seuil de 1 200 € brut n'est pas gravé dans le marbre. Mais le président de la République a toujours dit qu'il protégerait les plus faibles, les plus modestes. Si vous étiez à la place de Richard Ferrand, est-ce que vous démissionneriez pour faciliter la campagne des futurs peut-être députés En Marche et du président de la République? Moi, je ne suis pas à la place de Richard Ferrand. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le Premier ministre a mis une règle claire. Si on est mis en examen, si on est battu par les électeurs, on s'en va du gouvernement. Je m'appliquerai ces 2 règles claires. Que dites-vous à ceux qui, comme Danny Cohn-Bendit ou Jean-Louis Bourlanges, expliquent qu'il faut qu'ils partent parce que ça gêne la mise en place de la politique du gouvernement. Ça fait un focus sur cette affaire alors même qu'une loi de moralisation de la vie publique était attendue pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous leur dites à eux? Ils manquent de solidarité? Non, je crois que d'abord, ils ne sont pas membres du gouvernement. Ils sont soutiens d'En Marche quand même. Non, mais je pense qu'il faut d'abord être solidaire d'un homme qui vit des moments difficiles. Je considère d'ailleurs que les arguments qui valaient pour François Fillon, c'est-à-dire la présomption d'innocence ou la manipulation politique, aujourd'hui est disparue du vocabulaire des Républicains, ce qui est un peu dommage. Il ne faut pas avoir 2 poids 2 mesures. Et par ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, le Premier ministre a mis des règles claires. Si on est battu par les électeurs, Richard Ferrand va devant les électeurs. Moi, je souhaite qu'il soit élu. Si par ailleurs, il y a une mise en examen, on part. Ces règles claires, ça évite le règne du soupçon et ça permet en effet d'avoir des changements de comportement par rapport à ce qui se passait avant. Bruno Le Maire a expliqué à son arrivée à Bercy que c'était le plus beau moment de sa vie politique, et vous? Non, moi, le plus beau moment de ma vie politique, c'était d'être maire de ma commune. C'est dit. Merci beaucoup, Gérald Darmanin.